bonne matinée sur ta radio. Bonne matinée sur ta radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Bar de l'économie. Florence Sueur au micro. Bienvenue en Facebook Live, en YouTube, sur SoundCloud et bien sûr sur la plateforme bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, honneur à l'agriculture et à la santé. Je vous rappelle que c'est la semaine de l'agriculture. Malheureusement, le salon n'a pas pu avoir lieu cette année. Pourtant, Dieu sait si ça attire beaucoup de Français à la porte de Versailles. Et bien du coup, c'est donc l'agriculture et la santé qui viennent à vous. Nous allons vous faire connaître le déshydraté comme vous ne l'avez jamais goûté. Nous allons aussi vous faire connaître des produits véganes, des boissons pour sportifs et puis un outil révolutionnaire pour les établissements de santé. Merci à mes invités d'être avec moi ce matin. Romaric Janssen, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le cofondateur de Drive for Good. Grâce à une technologie très innovante, vous déshydratez les aliments en conservant au maximum leur valeur nutritionnelle et qualité organoleptique à destination des professionnels de l'alimentation, industriels, indépendants, bien sûr, restaurateurs, mais aussi de la cosmétique. Donc on verra ensemble pourquoi faire, bien sûr. Et puis, vous venez de réussir, il faut le souligner, une levée de fonds de 1 million d'euros, bravo, et l'obtention de la bourse French Tech. On verra pourquoi cette levée de fonds. Vous êtes aidé par la région Île-de-France, par French Tech, par Wilco, Agora Neuve et incubé à la Turbine en Val d'Oise. Alors, 3, on va dire, incubateurs. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est assez original. À nos côtés, Alvin Sévérien, bonjour. Bonjour Florence. Vous produisez des ingrédients alimentaires innovants sous le nom de Algama, une société créée en 2013. Vous allez industrialiser votre activité en investissant plus d'1 million d'euros dans du tamalga, un substitut aux œufs, une mayonnaise végane, une boisson à réhydrater les sportifs ou encore du lait végétal. Je ne vais pas citer tous les produits, mais voilà quelques exemples. Vous êtes soutenu par le CNRS et l'INRAE. La région Île-de-France aussi vous a choisi. Vous faites partie des 75 premières entreprises pour recevoir une aide de 600 000 euros. À nos côtés, Aïssa Khelifa, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le patron de 1000 vues qui développe des algorithmes d'intelligence artificielle pour la radiologie et les urgences. Donc une manière d'aller beaucoup plus vite à l'analyse, je vais y arriver, des soucis de santé. Et notamment avec le produit Smart Urgence. Votre start-up a été créée en 2018, donc on va être très intéressé par savoir un petit peu ce que propose votre produit et puis comment vous l'avez pensé, bien sûr, et ce qu'on peut en faire avec. Alors, comme d'habitude, eh bien, on commence tous les vendredis par notre chronique bien-être. On se détend le vendredi. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi et notamment celle pour nos ados. Bonjour Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui, une chronique bien-être tournée vers nos ados. Vous êtes peut-être parent d'un adolescent ou d'une adolescente et vous avez remarqué que cette période est souvent marquée par un manque de confiance en soi. Alors, comment aider son ado? Eh bien, déjà en sachant de quoi il s'agit. De quoi parle-t-on quand on parle de confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités à faire des choix, à prendre des décisions, à agir, à réagir, à s'adapter aux changements qui s'imposent à nous. Et du point de vue d'un ado, ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Est-ce que le fanfaron de la classe a réellement confiance en lui ou bien est-ce qu'il a juste besoin d'épater la galerie? Le premier de la classe qui cartonne dans toutes les matières a-t-il réellement confiance en lui ou a-t-il besoin d'avoir de bonnes notes pour rassurer ses parents et se rassurer lui-même? Certains signes doivent attirer votre attention. Si votre ado est souvent en retrait, ne prend pas d'initiative, vit le moindre échec comme une catastrophe personnelle, s'il est plutôt d'humeur triste, renfermé, s'il s'exprime peu, s'il utilise des phrases rabaissantes envers lui-même du type « je suis nul », s'il a tendance à s'isoler, s'il évite toute prise de risque pour éviter l'échec, c'est probablement qu'il manque de confiance. A contrario, s'il est très motivé, très intéressé par l'action qu'il accomplit, s'il se fixe des objectifs, s'il est persévérant, s'il veut toujours faire mieux, s'il prend des initiatives, s'il se réjouit de ses réussites, c'est qu'il est tout simplement bien dans sa peau, a plutôt confiance en lui.
L'adolescence est une période charnière pour la confiance en soi. L'ado se questionne sur son identité, il se cherche, c'est une forme de renaissance. Il traverse une période de bouleversement physique, souvent à l'origine de nombreux complexes. Le regard des autres devient de plus en plus important. Il se met à douter de son look, de ses qualités, de sa personnalité, bref, d'à peu près tout. Alors la confiance en soi, comme bien d'autres choses, ça se travaille au quotidien. En tant que parent, vous avez bien sûr un rôle à jouer. Lui apprendre à repérer ses points forts, lui faire confiance, l'estimer, l'encourager, l'accepter comme il est. Valoriser ses progrès aussi, ses réussites, même les plus infimes. Et puis, peut-être aussi en montrant l'exemple. Questionnez-vous, est-ce que vous avez confiance en vous? Et comment le montrez-vous? À bientôt! Merci à Céline Mestre pour cette jolie chronique, comme tous les vendredis, de chronique bien-être. Là, c'était la confiance en soi pour nos ados et pour nous tous d'ailleurs. Eh bien, si vous voulez la réécouter, eh bien, cet après-midi, branchez-vous sur la plateforme bardel'economie.fr ou sur YouTube. On continue avec les infos du jour. Donc, première info du jour, confinement à la carte et l'Île-de-France y échappe. Mais 3 départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, rejoignent les 20 départements déjà en vigilance renforcée, a déclaré Jean Castex, notre Premier ministre. Pas de confinement national pour le moment, seulement le Pas-de-Calais sera confiné le week-end, qui voit aussi ses grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5000 m² fermer leurs portes. Dans les 22 autres départements les plus touchés par la Covid-19, ce seront tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m² qui devront fermer et pas de réouverture avant le 15 avril, a déclaré Jean Castex. Pour la population, les habitants des 23 départements concernés à ne pas sortir autant que possible de leur département ou de leur région, donc un confinement total pour les habitants. Cette date correspond au moment où le gouvernement espère avoir vacciné, donc la date du 15 avril, plus de 10 millions de personnes. Nous devrions avoir vacciné au moins même 20 millions de personnes d'ici mi-mai, a déclaré Jean Castex, soit tous les plus de 50 ans volontaires. D'ici l'été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans, a-t-il ajouté. Pour accélérer la vaccination en pharmacie, eh bien, ce sera possible dès le 15 mars. À ce jour, 3,2 millions de personnes ont reçu une première injection et plus de 1,7 million ont été vaccinées avec 2 doses, mais seulement un tiers des soignants s'est fait vacciner et là, il est envisagé une vaccination obligatoire pour les soignants. Alors, Aïssa Khalifa, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez un petit peu de tout ça, vous qui travaillez dans le milieu de la santé. Alors, on a eu une très bonne nouvelle il y a quelques jours avec la publication d'un article de Cambridge, l'université de Cambridge, sur la protection vaccinale. Ils ont fait une étude en vie réelle. Alors, elle n'est pas parfaite, elle a quelques biais, mais qui démontre que globalement, quand on est vacciné avec une seule dose, non seulement on a une protection forte en matière d'évitement de formes graves du Covid, mais on a également une protection contre les formes asymptomatiques. Ce qui permet d'espérer, ce sont les asymptomatiques qui souvent propagent, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont contagieux, qui propagent le virus, et donc c'est une très bonne nouvelle sur le front du virus. Si on arrivait à accélérer fortement la vaccination, on pourrait peut-être avoir des stratégies de confinement très court, histoire de casser la réplication. C'est ce que pensent un certain nombre de professionnels de santé. Merci pour ce commentaire, parce qu'effectivement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Aïssa Khalifa, notamment à propos de tous les porteurs sains, comme on dit, les asymptomatiques. Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous ne le savent pas ou l'ont oublié. Je rappelle que vous travaillez dans la santé et que vous êtes le patron de 1000 vues. Autre information du jour, c'est si vous êtes épargnant, attention, l'inflation serait sans doute de retour, tant en Europe qu'aux États-Unis. Alors pour l'instant, on observe une petite hausse en janvier des prix. C'est ce qu'a déclaré l'Office de statistique Eurostat, une hausse légère dans la zone euro de 0,9% par rapport à l'année précédente. Alors l'inflation est considérée comme excellente si c'est la demande qui se redresse. Ça signifie bien
bien sûr que l'économie se remet sur pied, mais si c'est seulement les producteurs qui augmentent leurs coûts, alors c'est une mauvaise nouvelle. La hausse des prix du pétrole et de l'énergie n'a pas encore été prise en compte. Donc, si vous êtes épargnant, l'inflation vous fera perdre du pouvoir d'achat, d'autant que les comptes d'épargne ne rapportent presque plus rien, voire même ils sont négatifs puisque le taux d'intérêt moins l'inflation, eh bien, ça fait en général des chiffres négatifs. Aux États-Unis, la Banque centrale a envoyé hier des signaux indiquant que la priorité est de stimuler davantage la croissance plutôt que de s'attaquer à l'inflation qui est encore molle, disent-ils, selon le président de la Fed, Jérôme Powell. Les marchés financiers sont donc à l'écoute de la façon dont M. Powell et Mme Christine Lagarde, présidente de la BCE, évaluent le risque d'une hausse de l'inflation et que les marchés d'ailleurs anticipent déjà par un relèvement des taux d'intérêt à long terme. Ça signifie que, en ce moment, en tout cas à court terme, donc il faut surveiller, que les obligations soient encore plus attrayantes que les actions. Encore faut-il surveiller donc l'inflation, comme je viens de le dire, et ça c'est surtout si vous êtes épargnant. Autre info du jour, toujours concernant les investissements, eh bien c'est les SPAC. Est-ce que vous connaissez ce nouveau jeu boursier américain qui arrive en France? Eh bien je dirais méfiance. JZ, Serena Williams, Bernard Arnault ou encore Xavier Niel viennent d'en créer un. Alors il s'agit, ces SPAC, ça veut dire Special Purpose Acquisition Company, ou si je traduis en français, ça veut dire entreprise destinée à faire des rachats. Un nom réputé, un sportif, donc quelqu'un qui a une image, ou un chanteur, ou un gros entrepreneur, pour mener une coquille vide dotée de dizaines ou de centaines de millions versés par les fondateurs qui veulent trouver une ou plusieurs entreprises à racheter et la faire coter en bourse. Les petits investisseurs, attirés par ces noms prestigieux, investissent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gros investisseurs du départ ont prévu la revente de leur part à court garantie, et donc c'est très intéressant pour eux. Ou alors, ils se font attribuer d'innombrables actions gratuites, ce qui diminue d'autant, en proportion, la valeur de la part des petits. Voilà donc un nouveau jeu boursier, avec une règle assez simple, les gros gagnent, les petits perdent. Donc attention à vos investissements en SPAC, qui sont à la mode, j'allais même dire plus le nom est prestigieux, plus il faut vous méfier. Et ça amène quoi? Eh bien, ça peut amener même des krachs boursiers, comme on l'a vu dans les années 20. Bon, évidemment, on est tous trop jeunes pour l'avoir vécu, mais ça peut encore arriver. Donc l'investissement en actions, eh bien c'est pas si simple. Alors Alvin, Alvin Sévérien, j'avais envie de vous demander ce que vous en pensez. Alors c'est un gros sujet, effectivement, les SPAC, c'est le nouveau système, enfin nouveau entre guillemets du chèque en blanc, qui a beaucoup de succès, qui dépasse d'ailleurs aujourd'hui les introductions en bourse aux États-Unis, qui sont prévues comme étant d'ailleurs encore plus importantes pour l'année 2021. Je pense que c'est comme tous les outils financiers. Il y a du bon et il y a du risque. Vous en avez parlé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet pour un entrepreneur, pour une entreprise, d'avoir une solution alternative à l'introduction en bourse, en amont, pour avoir des montants d'investissement qui peuvent à vrai dire atteindre le milliard. Hein. Il y en a qui sont très importants. Et de cette façon-là, pouvoir créer véritablement des industries, pouvoir racheter des entreprises qui sont rentables et des entreprises et créer des groupes qui vont avoir une véritable fiabilité. À la fin, quand un épargnant va regarder les choses, je pense qu'il faut regarder de près, effectivement, et ce ne sont pas forcément les plus grands noms qu'il faut suivre. Donc, méfiance, effectivement, mais aussi attrait pour les entrepreneurs. Pour des jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup, Alvin Sévérien, pour ce commentaire. Je rappelle que vous êtes le patron, le cofondateur de Algama. Autre information du jour, ça concerne Danone, cette fois, qui fait partie des entreprises de plus à avoir dissocié les fonctions de président et de directeur général. En réalité, le patron de Danone, Emmanuel Faber, est chahuté depuis un petit moment par l'un de ses principaux actionnaires, qui est Artisan Partners, et qui ne possède que 3% du capital de Danone. Eh bien, Artisan Partners demandait à ce qu'on réorganise le management du géant de l'agroalimentaire, et donc c'est fait. Alors, qui est Artisan Partners? C'est un fonds américain qui est possédé par un couple de financiers qui gère 134 milliards de dollars. Ce sont des actionnaires des groupes comme Unilever, Sodexo ou encore Novartis. C'est un actionnaire qui cherche avant tout à dégager rapidement une plus-value sur ses investissements
d'investissement. On peut dire d'ailleurs que le Club Med, Lagardère, Pernod Ricard ou le réassureur Score ont dû tous gérer des fonds, ce type de fonds en tout cas, très riches, qui veulent du profit immédiat sans stratégie. Et donc, ça amène justement à dissocier les fonctions de président et de directeur général. Alors, à un moment clé de la réinvention de Danone, le projet est toujours plus grand que celui qui le porte, a déclaré Emmanuel Faber sur LinkedIn. L'intelligence collective au service du projet, maintenant et demain, a-t-il déclaré en bon prince, puisqu'il reste à la tête du groupe. Au président, le long terme et la stratégie, au directeur général, les décisions quotidiennes de la gestion opérationnelle. Cette division de pouvoir est arrivée également au géant de la cosmétique L'Oréal, mais aussi à Bouygues ou encore au réassureur français Score. Et la moitié des grandes entreprises françaises, eh bien, fonctionnent de cette manière. Alors, ça peut très bien fonctionner, bien sûr, comme il peut y avoir mauvaise entente, comme on l'a vu chez Engie ou Sanofi. Alors, Aïssa Khelifa, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez. Ah bah écoutez, nous on dissocie clairement la fonction de présidence et de directeur général. D'abord parce que le président est quelqu'un qui est venu nous chercher. Donc, quand la société a été créée, elle a été créée par une équipe de jeunes médecins et de jeunes polytechniciens. Et en fait, ils ont monté une start-up comme d'habitude. Et au bout d'un certain temps, ils sont venus me chercher comme directeur général pour prendre en charge les fonctions opérationnelles. Donc, on est vraiment tout à fait dans la logique que vous décrivez, d'un président qui va conserver la vision stratégique, la direction médicale, la relation avec les cliniciens au sens large, et puis d'un directeur général qui va prendre tout l'opérationnel, la communication, le marketing, les ventes, la finance, les opérations. Et donc tout va bien quand tout le monde s'entend. Et tout va bien quand tout le monde s'entend, absolument. Merci beaucoup Aïssa Khelifa, je rappelle que vous êtes le patron de 1000 vues. Dernière info du jour, c'est le groupe Bertelsmann qui envisage de céder sa participation de contrôle dans M6 à Vivendi, a fait savoir mercredi le président du directoire du groupe de médias français Arnaud de Puyfontaine lors d'une conférence avec des analystes. Il existe bien sûr certaines contraintes réglementaires sur lesquelles travaille Vivendi en ce moment, mais en termes de développement stratégique, c'est une opportunité pour eux, a déclaré le président du directoire de Vivendi. En janvier dernier, Bertelsmann avait déjà approché différents candidats, dont l'opérateur de télécom Altice Europe, et puis bien sûr Vivendi pour cette possible participation dans M6. Voilà, c'était nos infos du jour. On va faire une toute petite pause musicale et on revient dans quelques secondes, car honneur aujourd'hui à l'agriculture et à la santé avec nos 3 invités du jour. Bonne matinée sur ta radio. Bonne matinée sur ta radio. Nous voici de retour après cette jolie pause musicale avec piano romantique au bar de l'économie, bien sûr. Honneur aujourd'hui à l'agriculture et à la santé avec mes invités du jour. Aïssa Khelifa, le patron de 1000 vues, Alvin Sévérien, le patron de Algama, et puis Romaric Janssen pour Dry for Good. Romaric Janssen, comment avez-vous eu l'idée de démarrer cette start-up dans la déshydratation des aliments ? Alors en fait, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie agroalimentaire par le passé.
Et je me suis assez rapidement rendu compte, comme beaucoup d'entre nous, que le consommateur aujourd'hui est de plus en plus exigeant. C'est pire que ça, il est même persuadé que l'industriel l'empoisonne, ce qui est un vrai problème. Et en même temps, l'industriel a des contraintes de production qui font qu'il faut bien faire ce qu'il faut pour une bonne recette. Dès lors, on s'est rendu compte que la clé pour l'industriel, c'est le bon ingrédient. Si on arrive à avoir un ingrédient qui est le meilleur possible, le plus qualitatif et le plus fonctionnel, il va pouvoir réduire la liste d'additifs qui sont aujourd'hui utilisés pour apporter des fonctions à la recette du produit final. Enfin, il y a aussi trop de gras, trop de sel. Trop de gras, trop de sel, effectivement. Pourquoi on met du sel, par exemple? Pour exhauster le goût. Alors quand on arrive à déshydrater un produit en gardant tout le goût, on n'a plus besoin de rajouter un exhausteur de goût. Le sucre est aussi un exhausteur de goût. Le gras est un exhausteur de goût. Donc c'est vrai que quand on arrive à garder le sucre naturel d'un produit, c'est le meilleur moyen de conserver le goût naturel. Oui, parce que j'ai dit trop de gras, trop de sel, mais il faut aussi dire trop de sucre. Ouais. Et quand même, ça enlève tout le goût, finalement, tous ces additifs qui sont déjà naturels. Parce que vous avez parlé d'additifs. Bon, j'ai pas parlé des additifs chimiques, mais il y en a plein d'autres. Les etc. Voilà, il y en a plein d'autres. Ils ont tous une fonction bien dédiée. C'est vrai que pour la partie, notamment des édulcorants, l'idée est de rapporter du goût à une matière qui a perdu son goût dans le process industriel. Alors du coup, vous avez l'idée de prendre... Est-ce qu'on peut déshydrater n'importe quel produit? Alors techniquement, tout ce qui contient de l'eau. Donc tout. Tout. Maintenant, c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins utile. Dans notre cas, nous déshydratons essentiellement des matières végétales, des fruits, des légumes, des aromates, des champignons. Et on va se concentrer vraiment à ne retirer que la molécule d'eau et à laisser tout le reste dans le produit. Donc on ne se contente pas juste de déshydrater, on essaye de le faire sans oxyder le produit, sans le cuire, sans le chauffer. Et c'est ça qui est très novateur. Et on arrive à avoir un produit qui est parfaitement sain, dans lequel nous ne rajoutons absolument rien. On a juste retiré un peu d'eau. Alors expliquez-nous un petit peu, donnez-nous quelques exemples, parce que vous en avez apporté, donc tous ceux qui nous voient à la caméra en vidéo, ils vont pouvoir voir un petit peu ce que vous avez apporté aujourd'hui. Sinon, pour ceux qui nous écoutent en son, on va décrire. Donc à vous l'honneur, Romaric Janssen. Alors j'ai apporté 3 types d'ingrédients différents. C'est que des ingrédients très locaux. Ça, c'est des choses qu'on trouve à 20 km d'ici. Ce qui est assez intéressant. On a d'abord du panais. Alors désolé, je sais qu'on est au petit déjeuner, c'est pas forcément ce qu'on a envie de manger, mais on a du panais qui est donc issu d'un agriculteur qui produit ça pas très loin d'ici. L'idée du panais, là, il est en format chips. Habituellement, on le vend plutôt en format cube ou poudre, et ça va vraiment être un ingrédient qu'on va apporter pour des recettes plutôt salées chez l'industriel. Nous, on s'adresse avant tout aux industriels de l'agroalimentaire. Et l'idée est d'avoir quelque chose d'assez... bon, là, c'est très croustillant. Ça se consomme aussi pour l'apéritif. On peut imaginer une chips de légumes dans laquelle on va avoir pas d'huile, pas de sel, rien d'ajouté, pas d'enrobage, en fait. Donc, on n'a vraiment que le produit. Je vous apportais également de la fraise, parce que forcément, la fraise, ça fait un peu rêver, ça rappelle l'été, c'est sympa. Cette fraise, elle a été déshydratée cet été. On peut encore la consommer en plein hiver, c'est pas un problème. Elle se garde minimum 2 ans. Donc c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir manger hors saison des produits qui ont été cultivés et déshydratés. C'est la conservation, c'est ce que j'allais vous demander. Combien Exactement. de temps pouvez... Est-ce que tous les produits, c'est la même durée, c'est 2 ans, tous les produits déshydratés, ou il y en a c'est moins ou Ça plus? va dépendre du packaging essentiellement. Nous, on assure une teneur en eau finale dans le produit qui permet une conservation la plus longue. Donc c'est plutôt le packaging qui va plus ou moins laisser rentrer l'humidité ou la lumière. Donc nous, c'est vrai que comme on s'adresse aux industriels, on va essentiellement utiliser de l'aluminium avec un film alimentaire qui va permettre d'optimiser la conservation. Alors tout à l'heure, vous avez dit pas loin d'ici. Il faut dire que vous êtes installé en Val d'Oise pour que l'auditeur comprenne et que votre objectif, c'est de travailler localement parce qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs dans la région du Val d'Oise et autour. Donc c'est ce que vous privilégiez pour le moment? Alors c'est ce qu'on privilégie pour plusieurs raisons. Il y a déjà une raison très industrielle. C'est que nous, on déshydrate, donc on retire de l'eau, qu'une matière végétale comme un fruit contient en moyenne 90% d'eau. Si on se met à transporter de l'eau à travers le monde qu'on va déshydrater, on a perdu. Donc le plus intéressant pour nous, c'est de se rapprocher des filières de production et d'aller le plus possible déshydrater au bout du champ. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est le meilleur moyen d'optimiser la logistique, de ne pas transporter d'eau, mais également de déshydrater des produits cueillis et récoltés à maturité. Ça veut dire que nos produits ne sont pas récoltés verts et ne vont pas finir de mûrir dans un conteneur pour être déshydratés. Si on fait ça, on va avoir le goût du produit vert, le goût de l'acidité souvent très, très, très présente. On va le retrouver dans le produit fini déshydraté. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc le plus on va être capable de déshydrater un produit mûr, le plus on va avoir un produit fini bon. Meilleur.
Et du coup, on peut faire un appel aux agriculteurs grâce à vous aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui, parce que j'ai entendu que certains qui produisent des champignons ont des stocks et ils ne savent pas les écouler vu que tous les restaurants sont fermés. Est-ce qu'à la limite, vous les acceptez? Ah oui, exactement. On a un vrai sujet de gaspillage alimentaire qu'on essaye de résoudre. Il faut savoir que 50% du gaspillage alimentaire mondial se situe entre le producteur et le premier transformateur. Nous sommes premiers transformateurs. Le plus on va être capable de se rapprocher de notre agriculteur, le plus on va limiter le gaspillage alimentaire. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on travaille dans le Val d'Oise, en région parisienne. Notre partenaire maraîcher principal, qui est Le Bon Plan, qui est au cœur du Val d'Oise, lui fait pousser notamment des tomates. Les tomates sont mûres au mois d'août. Au mois d'août, les Franciliens sont en vacances. Comment écouler les tomates? C'est là qu'on intervient et qu'on est capable de réduire les tomates en cubes et en poudre et les servir toute l'année aux agro-industriels. Donc de cette manière-là, on évite le gaspillage alimentaire et on valorise la production agricole, puisque ce partenaire maintenant va retrouver sa tomate dans des recettes industrielles. Alors vous avez cité certains aliments, on ne peut pas tous les citer bien sûr, mais il y en a quand même un qui est énorme et qui contient beaucoup de sel et beaucoup de gras, c'est les chips. Est-ce que là, c'est un produit qu'on vous demande? Alors c'est un produit qui nous est demandé, effectivement. C'est un produit qu'on peut travailler sans difficulté. Nous, on rajoute rien dedans. Alors je suis désolé, elles sont un petit peu cassées, mais par exemple, ça c'est de la chips de pomme. C'est très intéressant parce que la chips de pomme existe depuis la marque Vico dans les Krusty Pommes dans les années 80. Ici, on va vraiment avoir une pomme qui, quand on va la déguster, va retrouver le goût de la pomme fraîche. On n'aura pas le goût de la pomme cuite, mais vraiment le goût de la pomme fraîche, sans ajouter de sucre, puisque souvent dans les procédés de séchage à chaud, on rajoute du sucre pour rapporter du goût qui a été perdu lors d'une pseudo-cuisson. Nous, on ne va pas avoir ce problème-là. Et on va avoir une texture aussi, quand vous allez manger ce morceau de pomme, en fin de bouche, vous allez retrouver exactement les petits morceaux de pomme qui restent entre les dents, là, qui nous énervent. Mais on va retrouver vraiment le croquant de la pomme. Et c'est là aussi où nous, on apporte quelque chose de différenciant, c'est à la réhydratation, nos produits sont très proches du produit frais. Alors du coup, vous vendez, comme vous l'avez dit, vos produits sous différentes formes. Vous avez cité, on a entendu rondelles, cubes, mais aussi julienne. Expliquez-nous pourquoi ces différentes formes et à qui ça s'adresse. Alors nous, la demande vient toujours du client, qui est l'agro-industriel, qui pour des tas de raisons industrielles a besoin soit de cubes, soit de tranches, soit plutôt de poudre. On fait finalement très peu de julienne. C'est vraiment marginal pour nous. La poudre est très demandée. Parce qu'en fait, vous allez trouver des produits déshydratés partout dans votre quotidien et vous vous en rendez pas forcément compte. Donnez-nous des exemples. Alors la fraise ou les fruits rouges, vous les retrouvez dans vos céréales le matin au petit déjeuner, dans votre muesli ou ce genre de choses. Mais ça, on les retrouve en tranches telles que vous venez de le montrer aujourd'hui. On ne les trouve pas en poudre. Non, pas en poudre à ce moment-là. Dans certains yaourts industriels, on va rajouter de la poudre de fruits, de la poudre de légumes. Donc quand on nous dit dans un yaourt industriel, c'est un yaourt aux fruits frais, en fait, c'est de la poudre déshydratée. Alors ça dépend, souvent c'est de la compote de fruits, dans laquelle ils vont rajouter une poudre, d'ailleurs en général c'est de la poudre de légumes, pour notamment de betteraves ou de carottes, qui va apporter de la couleur naturelle, ça évite de faire appel à un colorant, donc un additif. Donc justement l'agro-industriel a bien conscience qu'on peut remplacer les colorants artificiels et chimiques par des substituts tout à fait naturels. Ça va rapporter un peu de légumes, notamment si on met de la carotte, on peut rapporter du bêta-carotène. On a une capacité, nous, à conserver énormément la protéine dans le produit, à peu près à 95%, ainsi que la fibre, à peu près à 90%. Donc avec nos poudres, l'industriel va aussi rajouter de la fibre, rajouter de la protéine, ce qui va forcément optimiser son Nutri-Score. Alors, Romaric Janssen, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Dry for Good. Vous êtes incubé, j'allais dire, soutenu par plusieurs, structures. Et ça, c'est plutôt original. Vous avez choisi Wilco, ou ils vous ont choisi en tout cas, Agoranov et La Turbine. La Turbine, c'est donc en Val d'Oise. Pourquoi 3 différentes structures d'incubation? Et puis, mon autre question, ça va être sur cette magnifique levée de fonds que vous venez d'obtenir. On aimerait bien savoir pourquoi faire, bien sûr, puis comment vous avez procédé. Alors, en ce qui concerne les incubateurs, effectivement, nous sommes dans 3 incubateurs pour des raisons à chaque fois différentes. Chez Agoranov, c'est pour l'accompagnement assez technique qu'ils sont capables d'avoir et de nous apporter au quotidien, ce qui est quelque chose de très, très précieux pour nous. Wilco va beaucoup nous accompagner sur la partie notamment financière. C'est plus d'ailleurs un accélérateur qu'un incubateur.
L'idée est d'aller chercher le marché le plus vite possible grâce à leur accompagnement. Et la turbine dans le Val d'Oise nous accompagne aujourd'hui notamment sur des solutions d'hébergement, puisque nous sommes dans des locaux qui appartiennent à l'agglomération de Cergy-Pontoise et qui sont gérés en direct par la turbine. C'est ce qui nous a permis en fait de développer notre premier laboratoire pilote, ce qui me permet de faire une belle transition avec votre question sur la levée de fonds. La levée de fonds réalisée nous a permis de développer ce laboratoire, de le faire monter en technicité, de recruter les équipes ad hoc et de développer nos premières machines de pré-série industrielles qui seront livrées dans les prochaines semaines. Donc effectivement, c'est une levée de fonds qui nous a permis de bien concrétiser tous ces objectifs et d'arriver sur le marché. L'objectif d'industrialisation, en fait. Exactement, et de livrer nos premiers clients industriels dès l'été 2021. Et donc, du coup, vous allez où installez-vous cette nouvelle usine, si je puis dire? Donc, dans un premier temps, on est effectivement dans les locaux de l'agglomération de Cergy, comme je le disais. On va y rester encore quelques mois en 2021 pour démarrer nos outils. Et nous sommes en train aujourd'hui de réfléchir effectivement à développer une première unité de production toujours dans le Val d'Oise, d'aller chercher une surface d'à peu près 1000 m² qui nous permettrait d'acquérir de nouvelles machines et de servir en fait nos clients qui aujourd'hui nous demandent beaucoup de volume. Et alors vous avez trouvé ou bien il faut faire un appel à ceux qui ont des terrains à vous proposer? Alors on réfléchit à plusieurs solutions, notamment des solutions en partenariat avec toujours notre maraîcher du Val d'Oise. On a d'autres solutions sur lesquelles on travaille, mais effectivement la recherche de locaux est quelque chose de fondamental pour nous, donc c'est toujours intéressant d'avoir des contacts. Donc là pour l'instant vous avez choisi une diffusion, j'allais dire professionnelle, vous ne vendez pas au grand public, malheureusement je suis désolée pour nos auditeurs qui voudraient sauter sur l'occasion. Pourquoi ce choix uniquement professionnel? En fait, pour servir le consommateur final, cela implique pour nous de créer une marque, de faire du marketing, de développer un packaging précis, de gérer un circuit de distribution également, avec des réseaux de distribution précis. C'est un métier à part entière. Sachant que nous, on a déjà la contrainte du développement technologique et de l'industrialisation. À grande échelle, si on faisait ça, exactement, c'était le meilleur moyen de faire un grand écart et un vrai numéro d'équilibriste. Et je crois que le risque pour des startups comme nous, encore jeunes, c'est de vouloir faire trop de choses. Et à un moment donné, on a fait le choix de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur le métier initial, de travailler avec les industriels le plus possible. Et ça ne nous empêchera pas peut-être demain de créer une marque spécifique. Un jour peut-être, mais pas tout de suite. Exactement. En tout cas. Chaque chose en son temps, c'est pas un pas après l'autre. Exactement. Alors expliquez-nous un petit peu cette levée de fonds de 1 million d'euros. Combien de temps, comment vous avez procédé pour cette levée de fonds? Est-ce que c'était le parcours du combattant? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé des partenaires? Expliquez-nous comment vous vous êtes fait accompagner aussi sur ce thème. Alors pour nous, ça a été assez simple parce que nos produits sont très différenciants et nous avons dans nos actionnaires certains agro-industriels qui ont investi à titre personnel, donc ce qu'on appelle des business angels. Notre première levée de fonds, ce sont exclusivement des business angels. Mais c'est vrai que quand les agro-industriels nous disent vos produits sont vraiment différenciants, vraiment bons et il faut absolument industrialiser, ça donne confiance à tous les autres actionnaires. Donc effectivement, ça nous a beaucoup aidé d'avoir les premiers industriels. Donc c'est une levée qui a été, je ne devrais pas le dire, mais assez facile, assez rapide. On a eu beaucoup de chance. Donc combien de mois il a fallu pour trouver 1 million d'euros? On a levé en 3 mois. En 3 mois, oui, c'est quand même une belle opportunité pour vous de vous développer. Les machines, vous dites que vous allez investir donc en machines pour industrialiser tous ces produits de déshydratation, oui. Tout en bien sûr. Comment vous faites pour trouver les bonnes machines adéquates? Avec qui réfléchissez-vous côté technique? Alors comme on est sur une technologie innovante que personne ne sait faire, nous concevons nous-mêmes nos machines. Donc nous sommes en train d'internaliser au maximum le bureau d'études. Mon associé est ingénieur mécanique, ce qui aide beaucoup. Donc la conception de machines est faite en grande partie chez nous. Et après ça, nous avons plusieurs équipementiers partenaires avec qui nous travaillons de près ou de loin et qui nous permettent justement de réaliser la fabrication de la machine, puisque nous ne sommes pas fabricants de machines à ce stade. Bien sûr. Alors du coup, ça va vous permettre bien sûr d'embaucher cette levée de fonds. Oui. Quel développement prévoyez-vous côté salarié? Alors, ce qu'on prévoit, c'est donc aujourd'hui, on a commencé à 2 fondateurs, comme beaucoup de startups où nous avons recruté assez rapidement des stagiaires qui nous ont bien aidés. Maintenant, on est en train de senioriser un petit peu les postes avec une responsable de production qui vient d'arriver, qui a 10 ans de métier, un ingénieur de production qui est un de nos anciens stagiaires qu'on a recruté. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et là, maintenant, nous sommes à la recherche de jeunes docteurs pour avancer sur la partie R&D et le développement de nos ingrédients. Et a priori, on aura aussi des opérateurs à recruter dès l'été prochain. Donc normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait être à peu près une 12aine.
Une douzaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, Romaric Janssen? Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Drive for Good. Je pense... Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? De la gourmandise, du plaisir, ça c'est au quotidien, du plaisir pour nous, pour les clients, et puis la capacité vraiment à réaliser notre objectif qui est de mettre une technologie innovante au service d'une industrie alimentaire pour un ingrédient sain et durable. Et du coup, la liste des produits que vous avez tout de suite référencés qui permettent cette déshydratation, vous allez l'allonger également dans le futur? C'est un de vos objectifs, ou bien les produits que vous avez sélectionnés, ça suffit pour le moment? Non, c'est un objectif de l'allonger, évidemment, comme je disais, plutôt au cœur des filières, donc d'avoir des unités de production à divers endroits, notamment en France, pour aller toucher les filières de production qui nous intéressent. Pour le fruit rouge, par exemple, on ne sera probablement pas en Ile-de-France, mais tout ce qui va être légumes racines, on va rester ici. Pour la tomate, aujourd'hui, on réfléchit à la Bretagne, évidemment. Et l'idée est effectivement d'avoir plusieurs unités de production pour avoir un catalogue qui puisse s'élargir, et avec chaque unité de production qui soit un minimum spécialisé, et éviter là aussi de faire le grand écart et de partir dans tous les sens. Alors, au niveau de vos clients industriels, donc les premiers, j'imagine que les commandes sont pour fabriquer en France, des produits distribués à la France. Est-ce que certains envisagent même finalement de l'exporter pour vous dans leurs autres usines, par exemple en Europe? Alors c'est vrai que nos clients actuels sont franco-français et vendent pour le marché français. Cependant, nous avons déjà des premiers clients étrangers qui vendent sur leur propre marché et également en France d'ailleurs. Romaric Janssen, merci beaucoup pour tout cet entretien. Est-ce que vous voulez faire passer un dernier message? Non, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant d'un point de vue industriel et ce qui change par rapport il y a quelques décennies, c'est que le consommateur, on va dire, impose sa façon de voir le produit à l'industriel, alors qu'à l'origine, c'était plutôt l'industriel qui imposait son produit au consommateur. C'est, je crois, quelque chose, un paradigme qui a beaucoup changé, qui évolue. Et aujourd'hui, nous, on est ravis de faire partie de cette génération qui essaye d'accompagner l'industriel pour justement mieux répondre à l'attente du consommateur. Donc en fait, on peut dire que les industriels maintenant, enfin, sont à notre écoute, contrairement, enfin c'est ça que je retiens de ce que vous venez de dire, contrairement à ce qu'il se passait il y a quelques années. Oui, je crois. Et puis je crois aussi qu'ils ont bien compris la vague Nutri-Score et Yuka. Et le problème, c'est qu'un outil comme Yuka est très bien fait. Alors, il faut rappeler que Yuka, c'est une plateforme sur laquelle nous, consommateurs, on peut aller pour voir la teneur des ingrédients qu'on achète. Exactement. Ce qui met un tout petit peu en défaut certaines recettes d'industriels, mais c'est pas pour autant qu'on leur permet d'avoir des solutions. Donc, d'un côté, on critique, mais on n'a pas une solution à proposer. Et c'est là que nous, on intervient en proposant des solutions d'ingrédients. C'est ce qu'on appelle des critiques constructives. Exactement. Merci beaucoup, Romaric Janssen. Si vous voulez réécouter donc cet entretien, je vous rappelle que Romaric Janssen est le patron cofondateur de la start-up Drive for Good, grâce à qui on va pouvoir manger mieux et plus sainement, grâce à nos industriels qui ensuite transforment et imaginent plein de recettes. On fait tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes au bar de l'économie, toujours pour mettre à l'honneur aujourd'hui l'agriculture et la santé. Bonne journée sur votre radio. Super. Parfait.
Nous voici de retour après cette jolie pause musicale. Vous êtes toujours au bar de l'économie, Florence Sueur au micro, accompagnée d'Alvin Sévérien pour Algama, de Romaric Janssen pour Drive for Good et d'Aïssa Khelifa pour 1000 vues. Alors, on change de sujet, mais on reste toujours dans l'agriculture. Alvin Sévérien, vous produisez des aliments innovants sous le nom de Algama. Et même question qu'à Romaric Janssen. Comment vous est venue cette idée de bifurquer vers tout ce qui est alimentaire ? Alors, l'idée nous est venue parce qu'avec mes cofondateurs, nous consommions de la spiruline. La spiruline, c'est une microalgue qu'on va trouver aujourd'hui en complément alimentaire. Donc, j'en ai pas à présenter là, mais en général, ça va être de la poudre, ça va être des comprimés, des gélules. Très verte et je vais le dire, hein, c'est assez odorant et avec un goût qui n'est pas fameux. Donc nous nous sommes dit, tiens, ce complément alimentaire que nous prenons pour différentes raisons est efficace. Il a de très nombreuses protéines, un gros taux de protéines jusqu'à 70%, de très nombreuses vitamines, des minéraux, des acides gras polyinsaturés. Donc ce sont ceux dont on a besoin, les bonnes graisses comme on dit. Donc on a essayé de trouver une solution pour prendre ce qu'il y a de bon dans cette microalgue et l'introduire dans l'alimentation du quotidien, parce que jusque-là, c'était vraiment cantonné aux compléments alimentaires. Donc c'est vraiment la base de l'histoire, la genèse autour de ces comprimés, de cette poudre verte. Et du coup, vous avez ciblé plusieurs produits. Alors, on va peut-être en décrire quelques-uns. C'est ce que je disais en introduction de cette émission aujourd'hui, notamment le tamalga, un substitut aux œufs et une mayonnaise végane. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens allergiques aux œufs. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas non plus manger de mayonnaise. Expliquez-nous un peu combien de temps il a fallu pour cette recherche en produits. Alors, nous avons été créés en 2013. On a commencé à travailler sur le sujet il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est beaucoup de R&D parce que en réalité, le tamalga que nous proposons, c'est une alternative aux œufs. C'est un ingrédient. Et c'est vraiment ce que Algama va offrir, des ingrédients qui vont remplacer des ingrédients qui seront moins sains, qui vont contenir plusieurs contraintes. Dans l'exemple de l'œuf, il y a non seulement le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient allergiques, il y a aussi pour les industriels la volatilité du prix qui cause parfois problème. Il y a la qualité des œufs, parce que en France, on a un pays dans lequel on a des œufs d'assez bonne qualité. Maintenant, dans beaucoup de pays dans le monde, on est encore sur des élevages en batterie à 99% sur tout ce qu'on va trouver, industrie et œufs distribués au grand public. Donc en regardant cette industrie qui est absolument massive, parce qu'on parle d'à peu près 80 millions de tonnes d'œufs annuels dans le monde, ça fait vraiment beaucoup, ça fait quelques 2 milliers de milliards d'œufs consommés. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est vertigineux en fait. Et voyant les problématiques qui existent autour de cela, et une autre question que je n'ai pas encore évoquée et qui nous motive aussi beaucoup, c'est le fait de pouvoir végétaliser l'agroalimentaire, de pouvoir s'écarter de protéines animales qui vont avoir de nombreuses contraintes. Donc, nous avons créé ces ingrédients. Nous avons aussi créé donc ces preuves produits, la mayonnaise. La mayonnaise utilise du tamalga pour remplacer l'œuf, qui va faire le liant qui sert à faire l'émulsion, tout simplement. Et nous aujourd'hui, nous proposons nos ingrédients pour pouvoir créer des produits de toutes sortes. On a plusieurs verticales autour des œufs, mais en réalité, on a aussi des choses que nous faisons autour des alternatives aux produits laitiers, autour des alternatives à la viande, autour des alternatives aux produits de la mer. Donc c'est vraiment beaucoup de produits dans ces alternatives qu'on regarde, mais surtout avec un angle très varié. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien servir les personnes qui souhaitent avoir une alternative qui ressemble beaucoup. Vous voyez, en ce moment, il y a des steaks végétaux qui ressemblent de plus en plus à des vrais steaks. Donc c'est une grosse tendance. C'est intéressant de voir que ces entreprises grandissent beaucoup, ont besoin de solutions pour aussi réduire la liste de leurs ingrédients. Mais du coup, contrairement à Romaric Janssen, vous proposez à la fois des produits de base pour faire quelque chose, tout comme des produits finis, c'est bien ça? Eh bien, Alvin Sévérien? En fait, oui, mais nous ne vendons pas les produits finis.
parce que Algama, c'est vraiment une plateforme d'innovation qui a une expertise donc autour de l'algue, de l'ingrédient et du produit, parce que quand on crée un ingrédient, il faut savoir le mettre en musique, le mettre dans une matrice agroalimentaire, dans un produit fini, pour pouvoir savoir et vérifier qu'il fonctionne réellement. Donc du coup, vous avez été soutenu par le CNRS et puis vous avez fait des recherches, j'imagine, avec l'INRAE. Vous êtes soutenu par la région Île-de-France car vous faites partie des 75 premières entreprises pour recevoir une aide de 600 000 euros car vous allez investir plus d'1 million d'euros. C'est pour faire quoi cet investissement ? Alors effectivement, on a reçu beaucoup de soutien, il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, on est passé aussi par Agoranov il y a quelques années comme Romaric, un très bel incubateur. Et nous allons avec ce million d'euros, en réalité plus d'1 million d'euros, monter une unité de production en Île-de-France. C'est vraiment l'objectif, de pouvoir avoir une unité qui permet de faire pas mal de choses. Faciliter de l'innovation pour des groupes, pour des startups également qui veulent créer des nouveaux produits, parce que nous avons donc cette compétence. Faciliter l'accès aux productions pilotes qui permettent de faire des tests immédiatement sur le marché. Et quand on parle de ça, souvent on s'imagine que ce sont les petits qui voudraient faire des tests marché. En réalité, ce sont aussi les gros. Une grosse entreprise n'est pas calibrée pour faire un micro-test. Mais ils comprennent de mieux en mieux que c'est le meilleur moyen d'aller vers le consommateur, d'aller à sa proximité et de faire des allers-retours. Donc cette unité va servir à cela. Nous avons beaucoup de plans d'investissement, nettement plus importants d'ailleurs sur la transformation de nos algues et sur les ingrédients. Pour le moment, je peux pas non plus tout dire parce qu'il y a pas mal de choses en cours. Mais du coup, vous allez vous installer où ? Ça, on ne sait pas encore. On est encore, on est à l'étude. On a reçu le retour favorable en début d'année pour cette subvention, ce qui est absolument génial. Et nous avons un peu de temps pour pouvoir dérouler tout cela parce que nous sommes très avancés quand même sur nos dossiers. Et comme je le dis, il n'y a pas que ce sujet. Il y a un autre sujet qui est un petit peu plus gros qu'on aligne avec celui-ci. Quand je dis un petit peu plus gros, en fait. Beaucoup plus gros et donc parce que jusqu'à présent, pour donner un petit ordre de grandeur, Algama a levé 10 millions d'euros. Et là, nous préparons un projet pour la suite qui, du coup, va être nettement plus conséquent. Alors oui, parce qu'on a parlé de la mayonnaise et du substitut d'œuf, mais vous visez aussi les sportifs, vous visez plusieurs catégories de personnes, donc plusieurs catégories d'industriels, qui, en fait, pour l'instant, est à votre écoute. Est-ce que ce ne sont que les industriels français ou est-ce que vous visez aussi des industriels étrangers ? Alors nous avons la chance de travailler avec beaucoup d'industriels et franchement un peu partout dans le monde. Et j'ai de la chance parce que c'est extrêmement enrichissant, c'est très intéressant de pouvoir explorer d'ailleurs différentes cultures, différentes façons d'utiliser les produits. Cette nuit encore, on était sur un triplex avec des personnes qui étaient sur la côte est et la côte ouest des États-Unis et d'autres qui étaient en Corée, donc c'est pour ça que c'était la nuit. C'est pas idéal, mais des gens un peu partout dans le monde sont intéressés par ce que nous faisons. Nous avons aussi un bureau aux États-Unis à New York, donc on a une approche qui n'est pas que française, pas du tout même, et qui s'oriente vers l'international. Est-ce que c'est grâce au fait que vous êtes plusieurs cofondateurs, cette optique de démarrer tout de suite de manière internationale ? Je pense qu'avoir plusieurs cofondateurs effectivement apporte beaucoup à l'entreprise. Maintenant, on a une équipe qui s'est construite avec le temps, des employés qui sont comme des cofondateurs, qui sont là depuis le tout début. Donc depuis 2013. Et aussi, on parle. Donc moi, je suis assez jeune. Hein, j'ai 31 ans, mais le fait d'avoir recruté des employés qui ont plus de seniorité, beaucoup de bouteilles, si je puis dire, sur les sujets agroalimentaires, ça fait rire Raïssa, forcément. Oui, parce que en fait, pourquoi ça, il faut qu'on explique aux auditeurs que ça fait rire, car tout le monde stigmatise les plus de 50 ans et finalement, on se rend compte que, ils ont beaucoup à apporter aux startups. Hein, c'est bien ça. Oui, une énergie débordante. Ça, je le dis d'emblée. Et nous, il y a vraiment plus de 60 ans. Je dirais pas qui, comme ça, je trahirais pas leur confidentialité. On va pas donner de prénom. Non, ni de nom. Mais oui, absolument, c'est extrêmement important. Il ne faut pas s'arrêter à notre... Ça vous a permis d'avancer beaucoup plus vite, hein ? Oui.
Oui, bien sûr, ça nous permet d'accélérer grandement. Parce que souvent, les jeunes ne veulent pas écouter les plus anciens, mais là, c'est une stratégie complètement à l'inverse. Ah bah je pense qu'il faut écouter tout le monde. Je pense qu'il faut, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir en réalité les oreilles bien ouvertes. Les entrepreneurs ont tendance à beaucoup parler et on nous demande de beaucoup parler. Mais c'est bien de savoir quand même écouter, faire la part des choses. Ce qui est compliqué parfois, parce qu'on entend tout. C'est-à-dire que des personnes pour conseiller des choses qui sont tout et son contraire, on va en avoir à longueur de journée. Mais c'est important de prendre en considération les différents avis. Quand les avis viennent de personnes qui sont dans la société, qui la connaissent bien, qui ont des expériences dans beaucoup de sociétés, qui ont une grande profondeur aussi sur l'industrie, ce sont des avis qui vont avoir un autre type de valeur quand même. Vous voulez dire que vous n'avez pas été découragé dès le départ, au contraire, on vous a soutenu finalement? Nous, on a été beaucoup soutenus. Au tout début, même trop. Au tout début, c'était même beaucoup trop... j'ai pas envie de dire complaisant, je l'ai dit du coup, mais c'était un peu trop... c'était un petit peu trop gentil. Et il faut être challengé parce que là, on parle d'enjeux qui sont majeurs. On parle de sujets qui sont très difficiles à traiter. Donc... on recherche constamment les personnes qui sont là pour nous piquer un peu et pour nous faire voir les bons éléments. Les bons éléments. Alors, Alvin Sévérien, je rappelle que vous êtes cofondateur d'Algama. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà levé plus de 10 millions d'euros. Comment s'est passée cette chasse à l'argent, finalement, pour pouvoir avancer? Alors, je pense qu'on a la chance d'être sur un sujet qui intéresse du monde, très actuel. Parce que c'est vital, l'indépendance alimentaire de tout le monde. Absolument. En plus, la population mondiale croît. Donc, nous sommes sur des enjeux qui, quand nous avons lancé la boîte en 2013, étaient très méconnus. C'était même très étonnant pour nous de voir comme on nous disait, mais pourquoi voulez-vous faire cela? Qu'est-ce qui vous prend de faire une start-up, entre guillemets, sur l'agroalimentaire? Donc on comprenait pas. Aujourd'hui, c'est quand on dit ce qu'on fait, on dit, ah mais ça c'est dans l'air du temps, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai que le moment est bon, la prise de considération est forte. Romaric l'a évoqué tout à l'heure. Le consommateur, maintenant, est véritablement acteur de ce changement. Et donc, les industriels n'ont plus le choix que d'écouter et de regarder les nouvelles solutions. Ça veut dire que vous voulez dire que déjà les industriels commencent à voir qu'ils vendent moins leurs produits toxiques, j'allais dire? Les industriels perdent des milliards chaque année. Et les industriels ont fait un changement qui, pour ma part, d'ailleurs, m'étonne beaucoup parce qu'ils sont allés très vite et ils vont très vite en ce moment sur les nouveautés. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant que consommateurs, bien sûr. Alors, cette chasse aux euros, quand même, 10 millions d'euros, lever 10 millions d'euros, c'est un beau parcours, bravo. Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes fait aider ou bien est-ce que c'est vous, les cofondateurs, qui, chacun votre tour, allez à la pêche au business angel? Alors on a commencé par la pêche au business angel, mais très rapidement la pêche au fonds, au fonds d'investissement. On est financé par beaucoup de fonds à l'international. Si je puis dire une chose, c'est que pour le moment, on a eu beaucoup d'enthousiasme hors de France. Donc sur ces 10 millions d'euros, il y en a une bonne partie qui vient d'investisseurs qui sont de Hong Kong, de Suisse, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Finalement, les Français sont moins à l'écoute. On peut reprocher la stabilité ou le manque d'investissement des Français? Le manque, j'allais dire, de prise de risque? C'est particulier. Je pense qu'il y a des différences sur la situation en France et dans d'autres pays. Donc la France n'a pas forcément été le pays dans lequel les investissements sur cette catégorie, la food tech, a été la plus intensive dès le début. Il y a beaucoup de rattrapage aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de rattrapage, des superbes fonds français qui investissent non seulement en France mais aussi à l'étranger. Donc là, je pense qu'on y arrive bien. Une des limites aussi de l'investissement, peut-être, je pense au niveau de la France, c'est qu'on est sur un très petit marché. On parle de l'Europe, mais c'est pas facile pour l'agroalimentaire. On est dans l'agroalimentaire. On va faire face à des cultures très différentes, à des langues très différentes, à des réglementations qui peuvent varier quand même un peu. Et donc, on est sur des situations de marché qui sont pas évidentes, avec des sorties pour les investisseurs qui sont pas évidentes. C'est ça que vous voulez dire. Pour un investisseur qui doit regarder une entreprise française, c'est moins facile qu'un Américain qui regarde son marché américain, qui regarde ce qui se passe au niveau
du M&A, de la fusion-acquisition, surtout des acquisitions des IPO, qui voient qu'il y a plus de chances de faire son très très gros multiple. Donc ça joue aussi. Alors qu'est-ce que vous leur offrez aux investisseurs? Parce que j'imagine que vous êtes obligé aussi de perdre un petit peu de vos parts dans l'entreprise, donc d'abandonner votre peut-être même la majorité. Vous êtes prêt à aller jusqu'à abandonner la majorité de votre entreprise? Alors c'est vrai que quand on prend les investisseurs, on est obligé de donner quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est plutôt pas mal quand on a un plan de relance qui se joue sur 100 milliards au global, avec comme axe stratégique l'agroalimentaire. C'est une aubaine, parce que là on parle de financements qui sont souvent non dilutifs, qui sont donc sur lesquels il n'y a pas d'action. On parle aussi chez nous donc de subventions, parce qu'on a reçu pas mal d'argent en subvention, rien que sur ce début d'année, 1 million d'euros sur de la subvention pure et dure, avec beaucoup de promesses derrière. On doit évidemment délivrer, et si on les a reçus, c'est pas ce que nous avons délivré jusque-là. On doit délivrer beaucoup de choses. Donc on donne. Il y a un équilibre à trouver entre les différentes façons de se financer. Moi, je dirais qu'on n'a pas vraiment de crainte par rapport à cette question de majorité, parce que un investisseur en général va faire confiance aux entrepreneurs s'ils ne font pas n'importe quoi, si ça fonctionne bien. Et puis, point important, on choisit nos investisseurs. Donc tout à l'heure vous parliez d'Emmanuel Faber qui est un petit peu chamboulé par quelques-uns des fonds qui sont chez Danone. Donc ce sont des fonds qui ont une finalité toute particulière. Chez nous, on a des fonds qui regardent sur le plus long terme, qui regardent l'impact qu'on va avoir, qui regardent la façon dont on est en train de construire toute une filière, la façon dont nous sommes en train de reconstruire l'agroalimentaire, donc qui ne sont pas là pour nous secouer immédiatement. Ou pour avoir du bénéfice, du retour sur investissement tout de suite, c'est ça que vous voulez dire, et c'est ça que vous cherchez comme fonds. C'est pas immédiat le retour sur investissement, forcément. Il faut qu'il existe, hein. Sinon ça sert à rien de le faire. Et donc sur ça on a aussi des tractions qui sont tout à fait intéressantes côté Algama, mais c'est vrai que on va travailler avec des fonds que je pourrais qualifier de moins financiers, parce que ils n'attendent pas un retour l'année prochaine, l'année d'après, ou alors dans les quelques années à venir, mais regardent sur du plus long terme la façon dont nous allons avoir un impact sur la planète. Ça fait déjà 8 ans que votre société existe, Algama, donc Alvin Sévérien. Finalement, les fonds restent combien de temps en moyenne ? Ah, ça dépend des fonds. Ça dépend complètement des fonds. Il y a des là pour le coup, je ne saurais pas trop dire, parce que chez nous, quasiment tout le monde est toujours là. Donc ceux du départ sont toujours là et continuent à suivre. À suivre, oui, absolument. À suivre avec entrain même. Donc c'est extrêmement plaisant de pouvoir travailler avec des gens qui sont là depuis le tout début, le tout début du camp. Algama n'avait pas un sou et avait donc un tout petit espace dans un micro incubateur, et qui nous ont suivis de là à ce que nous faisons aujourd'hui, donc sur plusieurs pays, avec une équipe qui est beaucoup plus large, avec de nombreux produits et franchement de beaux projets pour l'avenir. Alors du coup, j'ai envie de vous poser pour la question du management et des conseils d'administration. Comment faites-vous pour vos prises de décision? Est-ce que pour les conseils d'administration, à chaque fois, Alvin Sévérien, un représentant au moins de chaque fonds est là? Est-ce que les décisions se prennent en groupe? Comment faites-vous stratégiquement? Alors nous avons un board qui comporte 4 personnes, ce qui est pas énorme. Donc c'est bien pour nous, parce qu'on pense que c'est important d'avoir un certain équilibre dans le board. Faut pas que ça devienne trop complexe, même si on a beaucoup plus d'actionnaires. Et parmi ces 4 personnes, il y a 2 fondateurs, donc Gaëtan Gouin, mon associé, et moi-même, et 2 actionnaires qui sont là pour se représenter les autres actionnaires. Mais c'est pas une question de représentation. Les enjeux des réunions ne sont pas des questions de représentation. Ce sont vraiment des questions de comment est-ce qu'on va vous aider à avoir de la croissance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est quoi la suite? Et du challenge, évidemment, pour voir sur les points sur lesquels on n'est pas suffisamment efficient, comment on recadre. Donc ça, ce sont des systèmes qui, pour moi, sont vertueux, très intéressants. Et au-delà du board,
on a ces discussions avec tous les actionnaires qui en ont le temps. Bien sûr. Et donc, vous êtes dans ce qu'on appelle l'alimentation du futur, évidemment, avec ce produit à base de spiruline, on l'a dit tout à l'heure, qui va développer sur plein de produits différents, à la fois des boissons, à la fois des produits à manger. On l'a bien compris dans ce que vous avez expliqué au début de cet entretien, Alvin Sévérien. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Algama. J'allais dire, pour terminer notre entretien, finalement, quels sont vos besoins? C'est encore la recherche de partenaires? Aujourd'hui, on a beaucoup de besoins. on a besoin de tout un tas de choses parce qu'on a envie de faire tout un tas de choses. Un point très important finalement sur ce que nous faisons actuellement, c'est essayer de structurer la filière de l'amont à l'aval. On est sur une position toute particulière dans la chaîne de valeur qui n'était pas représentée pour ce qui est la question des algues. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'acteurs, vraiment beaucoup d'acteurs à travers le monde, mais personne qui permettait de transformer la biomasse. Et vous parliez de spiruline, j'en ai parlé aussi, mais il n'y a pas que la spiruline, il y a plusieurs algues. Et toutes ces algues donc, qui entraînent de la production de biomasse, elle n'est pas transformée en ingrédients. C'est ce que nous faisons. On est le premier au monde à faire ça. Donc nous nous focalisons sur ça, et à partir du moment où nous avons ce métier, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut travailler avec tout le monde. Donc tous les producteurs qui cherchent à valoriser leur production sont intéressés de travailler avec nous. Les entreprises qui cherchent à avoir de nouveaux ingrédients, qui cherchent à utiliser les algues, parfois ils veulent des algues, ou alors ils veulent des nouveaux produits, des choses différentes. Eh bien, ils peuvent travailler avec nous. Donc nous, on est en train de travailler sur de la structuration globale, pour mettre un peu plus de cohérence dans cet ensemble. Et pour vous, quels sont les pays qui produisent le plus d'algues? Est-ce que nous, la France, on est bien placé? C'est pour ça que vous êtes installé en France? On est installé en France déjà parce que nous sommes français, parce que ici, au niveau de la recherche et développement, c'est absolument exceptionnel, au niveau des talents disponibles. Sur les algues, on est un des meilleurs pays au monde. Je dis bien meilleur parce qu'on n'est pas le plus gros producteur. Le plus gros producteur, c'est la Chine. Et il y a d'autres pays qui produisent aussi beaucoup. Mais nous avons un niveau technique qui est dans le top 3. Merci en tout cas Alvin Sévérien de souligner la qualité de la recherche française, parce que je pense qu'effectivement c'est très important et on le dit pas assez. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que vous recherchez des doctorants, je crois. Donc on va faire passer le message. Merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Algama et on pourra retrouver bien sûr tout à l'heure tout ça sur notre plateforme bardeléconomie.fr. On va faire une nouvelle pause musicale si vous voulez bien, et puis après je vous propose de changer de sujet. On va aller toujours bien sûr dans le domaine qui nous concerne, nous consommateurs, mais cette fois celui de la santé. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous et écoutez la meilleure des web radios. #restez chez vous.
Après cette pause musicale, nous voici toujours au bar de l'économie. Florence Sueur au micro. Cette semaine, honneur à l'agriculture et à la santé. À mes côtés, j'ai la chance d'avoir Romaric Janssen, le cofondateur de Dry for Good, Alvin Sévérien, l'un des cofondateurs d'Algama, et puis Aïssa Khelifa, le patron de 1000 vues. Alors, Aïssa Khelifa, vous développez des algorithmes d'intelligence artificielle, le mot à la mode, pour faire avancer finalement la radiologie et les urgences. Expliquez-nous un petit peu le processus. C'est très simple. Quand vous allez aux urgences, vous avez 2 chances sur 3 d'avoir une radio. Et donc vous allez attendre pour passer cette radio, et puis une fois que vous allez avoir eu la radio, passer la radio, vous allez attendre pour avoir le résultat. Et pourquoi vous allez attendre pour avoir le résultat? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de radiologues en France disponibles pour faire de l'interprétation en temps réel. Donc dans 80% des cas, la responsabilité de l'interprétation pendant le temps de l'urgence va reposer sur l'urgentiste, qui n'a pas toujours été formé à l'imagerie, qui est débordé parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Et donc, votre situation va se traduire par un allongement du temps de passage aux urgences. Vous allez attendre quelquefois 1 heure, 2 heures pour souvent avoir un résultat normal. Oui. Voilà. Par un risque d'erreur. Dans toute la littérature, on sait que quand une radiographie n'est pas interprétée par un radiologue senior en temps réel, le risque d'erreur est compris entre 1 et 5%. Donc ce que nous faisons, c'est que nous récupérons les radios au moment où elles sont produites, nous les analysons avec un algorithme d'intelligence artificielle, et nous les renvoyons immédiatement avec des conclusions et puis des informations sur le cliché lui-même en superposition, pour permettre à l'urgentiste de prendre immédiatement sa décision avec le niveau de performance d'un radiologue. Et ça sur à peu près 95% des pathologies qui sont couvertes en urgence en radiographie. Quelle que soit la radiographie voulue. Quelle que soit la radiographie, on ne couvre pas tout. Sur les radiographies, on ne parle pas ni de scanner ni d'IRM. Sur les radiographies, on va couvrir tout l'ostéo-articulaire, donc les fractures, les luxations, les épanchements, qui sont souvent des signes d'appel de pathologie un peu plus discrète. On va couvrir le thorax, donc bien évidemment les côtes, tout le grille costal, mais la pathologie pulmonaire, donc l'épanchement pleural. Donc ça, vous pouvez le couvrir aussi. Le pneumothorax. Donc oui, pas ce qui est, j'allais dire, dur dans le corps humain. Il y a aussi les organes mous que vous pouvez étudier. Il y a le mou, donc le thorax. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en radiographie d'urgence, c'est 3 choses. C'est l'abdomen sans préparation, donc la recherche d'occlusion, mais il s'en fait plus beaucoup, mais il s'en fait encore quelques-unes. C'est le rachis cervical, que nous ne traitons pas pour l'instant parce que nos algorithmes ne nous permettent pas d'avoir le niveau de qualité nécessaire pour le traiter. Et le crâne, mais normalement on ne doit plus faire de radio de crâne, on doit faire, s'il y a besoin d'un examen, on doit faire un scan en première intention maintenant. Voilà. Donc on couvre la plus grosse partie de la pathologie et on fait gagner du temps. On réduit d'à peu près 75% les erreurs diagnostiques, que ce soit des faux négatifs, donc des patients qui repartent avec un diagnostic de normalité alors qu'ils ont une pathologie, ou que ce soit des faux positifs, c'est-à-dire des patients à qui on va demander des examens complémentaires alors que ce n'est pas nécessaire. Ou alors on leur dit vous avez rien, puis en fait ils ont quelque chose. Ça arrive, aussi. Ça arrive parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à voir. L'imagerie médicale, c'est un secteur compliqué. On a dans les séries, on a nourri nos algorithmes avec à peu près 800 000 clichés. Donc on a vu dans ces clichés des clichés qui sont très difficiles. Les urgentistes ne se trompent pas sur les choses évidentes. Ils se trompent sur des choses qui sont très difficiles à interpréter. Et c'est là qu'on peut apporter une valeur ajoutée en allant regarder de manière systématique sur le cliché, en voyant des choses extrêmement fines à la radio.
Alors, tout ça, c'est possible grâce au calcul informatique, à ce que vous appelez les algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez démarré il y a peu de temps, vous êtes une start-up, puisque vous avez démarré en 2018. C'est quoi? C'est un médecin au départ qui s'est dit il faut absolument faire quelque chose pour éviter les erreurs? Ouais. Ou pour aller plus vite? Au départ, c'est un radiologue. Alors, c'est un radiologue un peu particulier parce qu'il a fait un doctorat en neurosciences avant de faire de la radio, qui, au sortir d'une garde, se récupérait une centaine de clichés radiologiques à interpréter qui avaient été produits la nuit. Et donc, ces 100 clichés, sur ces 100 clichés, il y en avait 80% qui étaient des clichés normaux. Et il s'est dit, mais c'est idiot de passer son temps à interpréter des clichés normaux. D'abord, je ne sais pas lesquels au départ sont normaux, donc je passe beaucoup de temps. Et il s'est tourné vers des amis de lycée qui étaient polytechniciens et puis qui s'ennuyaient un peu à Polytechnique, donc qui avaient fait un doctorat d'intelligence artificielle à côté. Et ils se sont dit, il y a probablement une solution à trouver. Ils ont bossé pendant 2 ans avec des sites radiologiques publics et privés pour nourrir les algorithmes, pour leur apprendre. On fait du deep learning, donc on apprend aux algorithmes à apprendre eux-mêmes. Et puis, au bout de 2 ans, en février 2020, le produit était prêt. Il a obtenu le marquage CE, dispositif médical, qui est indispensable pour faire un diagnostic clinique. C'est donc tout un processus administratif, j'allais dire, qui est un peu long. Il y a un processus réglementaire, il y a un processus informatique de développement, d'apprentissage, de qualification, d'annotation des clichés. Et puis une fois qu'on a quelque chose qui commence à tenir la route, il y a une étude clinique. Cette étude clinique nous permet, avec les processus de développement interne d'assurance qualité, d'obtenir le marquage CE. Marquage CE que nous avons obtenu en 2020, qui a été début 2020, qui a été confirmé en décembre 2020 par un audit de suivi sur lequel nous n'avons eu aucune non-conformité. Donc là, félicitations. 100% oui, de réussite. On était content. C'était un très beau succès de toute l'équipe. Donc Aïssa Khalifa, je rappelle que vous êtes le CEO de 2000 vues qui propose justement cette aide en radiologie et notamment pour les urgences. Vous l'avez dit. Quel est l'accueil? Parce que maintenant, j'imagine que vous êtes en phase de commercialisation. Donc quel est l'accueil des hôpitaux et des cliniques, en tout cas en France actuellement? On a des sites qui sont en production depuis le milieu de l'année dernière. Et puis, on s'est pris la vague sanitaire comme tout le monde. C'est difficile d'aller implanter une solution dans un service d'urgence qui est complètement débordé. Ils en auraient besoin, mais ils sont complètement débordés par les patients Covid et ils n'ont pas le temps d'implanter des nouvelles choses. Donc, on l'a fait. On a une quinzaine de sites qui fonctionnent. L'accueil est très bon. Les urgentistes sont vraiment très satisfaits de l'aide à la décision que ça leur apporte et les radiologues sont très satisfaits de la priorisation qu'on leur donne. Les examens qui sont traités sont renvoyés avec des annotations de priorité, donc les examens pathologiques, les examens douteux et les examens normaux. Honnêtement, la valeur, prendre du temps de radiologue pour aller qualifier un examen normal qui a déjà été validé comme normal par l'urgentiste, c'est un peu dommage. Donc on facilite la vie, le traitement est accéléré sur ces examens-là, mais surtout on leur permet de se focaliser sur les examens pathologiques d'une part et sur les examens douteux. Alors comment ça fonctionne, Aïssa Khalifa, si on veut, puisque finalement c'est du logiciel, c'est une solution que vous implantez dans un matériel existant. Comment ça se passe concrètement si quelqu'un, si un cabinet de radiologie, un centre, j'allais dire, souhaite acquérir cette solution et combien ça coûte ? Alors, on va commencer par comment ça s'implante. C'est très facile à implanter. La solution, elle est prioritairement dans le cloud, dans un cloud sécurisé. Et donc, on crée une connexion entre le système d'information de la radio, ce qu'on appelle un PACS, un réseau d'images. On va récupérer les images, on va les envoyer par un canal sécurisé sur notre application, qui est hébergés chez un hébergeur agréé données de santé et on va les renvoyer 1 minute et demie après vers l'établissement. Donc, pour le radiologue ou l'urgentiste, c'est transparent. Il voit
nos images annotées dans leur outil de travail. Et donc ça se fait en combien de temps concrètement ? Il faut 1 minute et demie à peu près. Il nous faut 30 secondes pour les algorithmes et on considère qu'avec 30 secondes de temps de transfert, on est bien. Donc en 1 minute et demie, 2 minutes à peu près. Donc c'est ultra rapide, mais j'imagine que vous faites partie des premiers intéressés par la 5G pour gagner du temps. Alors non, parce qu'on utilise des réseaux filaires. On utilise des réseaux filaires ultra sécurisés. Donc ce qu'on appelle des réseaux privés virtuels, des VPN. Donc cette capacité actuelle des VPN vous suffit ? Largement. On est sur des images radiographiques qui sont pas très très lourdes, nettement moins lourdes qu'un scanner par exemple qui va contenir 500 images. Donc on ne rencontre pas de problème de débit, ce qui fait que ça s'adapte y compris dans des établissements. Tous les établissements hospitaliers sont dotés d'un accès à Internet suffisant, mais on pourrait concevoir de se mettre dans d'autres structures avec un débit moins important. Alors j'imagine que tout le monde est motivé à 1000 vues pour faire avancer cette solution qui quand même est révolutionnaire. Comment allez-vous procéder pour le futur ? Est-ce que vous allez faire des levées de fonds ? Est-ce que vous vous faites aider par des business angels ? Comment prévoyez-vous l'avenir, Aïssa Khalifa ? Alors au départ, la société a fait une levée de fonds auprès de business angels. On a été également soutenu par toutes les institutions. Il y a au niveau du démarrage des startups en France un environnement institutionnel qui est assez exceptionnel. Le plus difficile, c'est de passer de ce démarrage à la phase de marché, parce que le marché français est relativement petit, d'où l'intérêt de se tourner immédiatement ou le plus rapidement possible vers au moins le marché européen et probablement d'autres marchés. Mais en France, quand on a une bonne idée, on a tout ce qu'il faut pour être accompagné sur le plan du management, sur le plan financier, il y a des subventions, il y a des locaux. Nous, on est incubé par une structure qui s'appelle Paris Biotech Santé. On a travaillé avec Vilco comme accélérateur également. Et puis vous faites partie des thèmes de France Relance prioritaires, il faut le dire aussi. On fait partie oui, la e-santé fait partie des thèmes prioritaires. Et donc, au départ, on n'a pas de difficulté à démarrer. Ensuite, il y a l'étape suivante qui est une étape de levée de fonds qui se fera pour nous en 2021. On a un produit mûr, on a des clients, on va commencer à avoir du chiffre d'affaires. Donc le moment est venu bientôt de lever des fonds, avec assez rapidement l'optique d'un développement à l'international. Alors pour l'international, on a une particularité. Nous travaillons en intégration, en symbiose avec les fournisseurs de systèmes d'information de radiologie. Donc, eux-mêmes, ce sont pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart des acteurs internationaux. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fait l'intégration sur un site en France, c'est quelque chose qu'il est extrêmement facile de répliquer ailleurs en France ou bien évidemment à l'international. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les décisions directes des hôpitaux, c'est long. Finalement, le processus décisionnel est très long. Oui, un hôpital, c'est une structure, enfin un hôpital public en tout cas, c'est une structure qui est régie par le Code des marchés publics avec des temps de décision qui sont complexes. Et puis il faut aligner les acteurs. C'est-à-dire que comme on arrive avec un processus qui est une solution qui est un peu nouvelle, il faut prendre le temps de travailler avec les urgentistes, avec les radiologues, avec les DSI, les directeurs des systèmes d'information, pour bien définir la façon dont on va mettre en place la solution. Et puis les besoins et les attentes surtout. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est pour ça, c'est de travailler directement avec les fabricants aussi de matériel pour implémenter votre solution en direct dedans. Ça va plus vite. Alors on pourrait, on est approché par un certain nombre de fabricants pour implanter directement dans les logiciels des fournisseurs nos solutions. Donc c'est une autre option. C'est une option qui peut avoir du sens dans des zones où le débit, par exemple Internet, est faible. C'est une solution qui peut aussi avoir du sens à l'étranger, avec des fabricants de consoles, par exemple. Est-ce que le Ségur de la santé va vous aider dans votre développement ?
Alors oui, le Ségur de la santé nous aide doublement. Il nous aide d'abord parce que l'optique qui a été retenue, c'est une optique d'interopérabilité et de structuration, d'urbanisation des systèmes d'information, donc de mise en cohérence de toutes les solutions. Or nous sommes sur un secteur qui est largement standardisé, puisqu'il y a des protocoles qui existent depuis 40 ans maintenant sur l'imagerie. Donc on s'inscrit en plein dans cette logique d'interopérabilité. Ensuite, parce qu'il apporte du financement aux établissements et qui leur permet donc d'envisager l'acquisition de solutions. Après, on n'est pas très cher. C'est une solution qui aujourd'hui n'est pas très coûteuse pour les établissements. Et on va travailler dans les mois qui viennent sur des études médico-économiques. Aujourd'hui, tout le monde pressent qu'il y a un bénéfice médico-économique. Personne ne l'a jamais calculé. Donc, on a trouvé un partenaire, et avec ce partenaire qui est une grande institution hospitalo-universitaire, on va travailler, on a défini une étude clinique sur 18 mois pour essayer de quantifier véritablement quel est le bénéfice que des solutions comme la nôtre apportent à l'établissement. Donc à partir de là, on sera encore plus à l'aise, mais aujourd'hui, ce n'est pas les aspects financiers qui rebutent les décideurs. C'est d'abord la situation sanitaire qui est un peu complexe encore, et puis de l'autre côté, c'est le temps nécessaire pour bien qualifier le positionnement de tous les acteurs par rapport à ces nouvelles solutions. Alors ça, on a bien compris que c'était l'esprit français. Est-ce que l'esprit Amérique du Nord est différent ? Alors on travaille en ce moment on prépare notre arrivée sur le marché nord-américain. Nous sommes accompagnés par Medicine pour travailler sur le Canada. Et puis un de nos partenaires majeurs en France et en Europe est aussi un acteur très important aux États-Unis. Donc nous allons travailler sur des essais cliniques aux États-Unis. Il faut une certification spécifique aux États-Unis qui s'appelle le marquage FDA, que nous n'avons pas encore et que nous espérons avoir l'an prochain. Donc, dans un premier temps, on aura des essais cliniques en recherche seulement. Et puis, dans un deuxième temps, on aura la possibilité de commercialiser. Alors, les Américains, oui, ont une approche complètement différente. Ils regardent immédiatement le bénéfice. Il y a beaucoup plus de radiologues aux États-Unis qu'on en trouve en Europe. Donc, le besoin n'est pas strictement le même. Si vous êtes sur les côtes des États-Unis, il n'y a aucun souci pour avoir une interprétation radiologique en urgence. Si vous êtes dans le centre des États-Unis, c'est plus compliqué, et il y a pas mal de publications américaines qui démontrent justement qu'il y a des taux d'erreur au niveau des urgences liés à l'absence d'interprétation radiologique en temps réel. Mieux soigner sur les côtes aux États-Unis que dans le centre des États-Unis, ça voulait dire? Alors pas partout, vous avez des très grands établissements dans le centre, mais oui, vous avez des zones où vous pouvez être très très éloigné d'un établissement de renom. Merci merci Aïssa Khalifa pour toutes ces informations sur cette start-up qui s'appelle 1000 vues et qui propose donc de l'aide aux radiologues pour l'interprétation donc des pathologies avec cet algorithme d'intelligence artificielle. Alors pour conclure cet entretien, finalement vos besoins rapides, quels sont-ils ? Alors, nous avons un flux d'innovation continu. Donc, notre premier besoin, ça va être de continuer à recruter des gens aussi bien cortiqués que ceux qu'on a déjà, c'est-à-dire des gens avec une très bonne formation en informatique et puis une expérience préalable en deep learning, soit dans une autre société, soit ayant participé à des concours de type Kaggle, par exemple. Il y a plein de concours, donc il y a des gens qui démontrent un savoir-faire sans avoir jamais travaillé, mais après avoir réalisé des applications. Donc, trouver les bonnes personnes pour la bonne place. Voilà,
qu'on recherche. Ils peuvent être jeunes, ils peuvent être moins jeunes. Hein. On n'a pas de voilà. On recherche aussi. Vous êtes l'exemple frappant. Il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Moi, j'ai 62 ans, donc et je travaille avec une équipe qui a en moyenne moins de la moitié de mon âge. Et donc vous aussi, ça se passe bien parce que vous faites donc exactement comme Alvin Sévérien qui mélange tous les âges. Vous aussi? Ah oui, ça se passe très bien. Je suis tombé dans c'est l'équipe qui est venue me chercher. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Auparavant, j'étais le directeur commercial d'un grand éditeur de logiciels médicaux. Donc vous étiez déjà bien sûr dans le domaine médical. Alors ça fait 30 ans que je travaille dans ce secteur et dans le secteur de l'informatique de santé en général. Donc ils sont venus vous chercher pour vos réseaux et vos connaissances, j'imagine. Ils sont venus me chercher pour mes réseaux, mes connaissances, puis aussi peut-être la maturité que je pouvais leur apporter, l'expérience, le calme, toute une série de choses qu'on a plus à 50 ou 60 ans qu'à 30. On est plus serein à cet âge-là, vous voulez dire ? On relativise un certain nombre de choses. On a à 50 ans, quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais connu d'échec est un gros menteur, alors que à 25 ans, on peut ne pas en avoir connu encore. Donc on sait qu'on peut se remettre de l'échec. On sait aussi que il faut de la résilience pour réussir un projet. Moi, j'ai été frappé par la pertinence, la maturité des deux intervenants précédents, Alvin et Romaric. Aujourd'hui dans cette émission, vous voulez dire ? Aujourd'hui dans cette émission, oui, ils ont une maturité, mais... Et ils ont 30 ans. Mais ils ont 30 ans, mais ça fait 10 ans... ou 34 ans au pire. Ça fait 10 ans que Alvin, il est investi dans son projet, donc les échecs, les difficultés, il a dû en croiser beaucoup. Il les a surmontés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté tous ceux qui lui disaient mais non, t'es fou. En fait, c'est ça un petit peu, je suppose. Ah non, absolument. Hein, faut pas les écouter. De toute façon, faut croire en ce qu'on a envie, l'objectif qu'on s'est fixé. Bah oui, autrement on ne fait rien. Même une idée qui peut sembler très étrange pour beaucoup de monde, parfois. Mais finalement, c'est un peu comme une passion. Finalement, c'est comme de la passion. C'est parce que vous croyez, voilà. Oui. S'il n'y a pas de passion, je pense qu'on ne peut pas passer par l'entrepreneuriat parce que c'est beaucoup trop dur. Tu parles des échecs, on en a eu un paquet, des difficultés, on en a eu d'incroyables. Et plusieurs fois dans l'histoire d'Algama, j'ai croisé des gens que je connaissais bien qui me disaient mais vous êtes en vie, vous? Non, faut se battre. Aujourd'hui, on est dans une très très belle période, j'en suis super heureux, mais on ne se sentirait pas aussi fort si on n'avait pas traversé quelques tempêtes. J'imagine que quand tu as dû présenter un projet à base d'une algue la première fois, au moins la moitié des gens t'ont regardé avec des yeux un peu bizarres en se disant c'est quoi ce truc? Oui, ça semblait étrange, oui. On est tombé dans un monde de science-fiction, c'était pas du tout ça, la qualité gustative qu'on voulait. Ça doit être un peu ça le sentiment. Mais du coup, pour vous, Aïssa Khalifa chez Millevues, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec une équipe super jeune? Est-ce que ça vous tonifie? Ah oui, bien sûr. Du coup, vous êtes obligé de booster un max? Ce sont intellectuellement des éponges. Vous leur dites un truc, vous leur donnez une piste, 2 jours après ils reviennent, ils ont tout lu, ils ont tout intégré, ils arrivent, ils ont une faculté d'adaptation, ils sont à la fois très bien formés, donc ils ont appris à apprendre, ils ont aussi appris leur logiciel à apprendre, et puis ensuite ils ont cette chance de la jeunesse qui est la plasticité intellectuelle, donc ils vont à toute vitesse. Ça, c'est un grand plaisir. Alors de temps en temps, ils vont un peu trop vite, donc il faut leur dire stop, mais c'est un bonheur. En plus, ils sont très gentils. J'ai croisé dans ma vie, je m'excuse, mais j'ai croisé quelques start-upers qui étaient insupportables, imbus d'eux-mêmes, qui nous expliquaient que le vieux monde allait disparaître, que dans 18 mois, notre modèle n'existerait plus, etc. À l'époque, j'étais à la tête d'une activité qui faisait 68 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je leur disais, OK, les gars, on en reparlera dans 18 mois. Là, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont vraiment gentils, ouverts, impatients, curieux de discuter,
d'être challengé, c'est un vrai bonheur. Alors, on n'a pas dit les montants d'investissement qu'il faut penser quand on est établissement de santé pour avoir votre solution à Issa Khalifa. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget ? Est-ce qu'on peut donner une moyenne ? Oui, ça se compte enfin, une fourchette plutôt qu'une moyenne. En toute petite dizaine de milliers d'euros par an. On va dire entre 20 000 et 50 000 euros par an pour un établissement selon sa taille. Selon sa taille. Et après, donc, il y a, un entretien, un suivi. Ah oui, c'est par an. Hein, c'est par an. C'est au nombre, enfin, c'est calculé au nombre d'examens. Donc, une ABAC simple, c'est un peu moins d'1 euro par examen. Voilà, comme ça, on a donné une bonne fourchette pour tous ceux que ça intéresse. Et bien d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission, vous pourrez nous réécouter dès cet après-midi sur YouTube et sur notre plateforme barre-de-l'économie, bien sûr, .fr ou alors tout simplement sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite de bien réussir vos prochaines levées de fonds puisqu'il y a beaucoup encore de développement à prévoir et d'installation d'usines, j'allais dire, et c'est comme ça qu'on va réussir à réindustrialiser la France. Merci à vous trois. Très bonne fin de week-end à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.